Bienvenue pour ce deuxième plateau du samedi après-midi du Festival La Fibala, 10e édition. Bienvenue à tout le monde. On a plein de monde sur ce plateau pendant lequel on va parler surtout de l'écrit et du parler mélangé, le conte et les lectures publiques qu'on verra plus tard. On a sur ce plateau Daniela du Festival du Premier Roman. Bonjour. On a Marie-Vonne qui est une lectrice à voix haute. On vous expliquera ce que c'est qu'une lectrice à voix haute. Bonjour. On a le docteur Ismaël Gouba. Bonjour. Et on a monsieur Marc Koutekissa. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et puis on a aussi Coco qui est toujours là. Toujours présente. Toujours présente. On a Lélé qui est là avec nous aussi. Oui, voilà, pour la première année pour moi. Voilà, bienvenue sur le plateau de la radio de la Fibala. Merci. Et on a Pascal aussi qui est là aussi, qui était là il y a 2 ans. On retrouve les fidèles de l'équipe. Bonjour. Du coup, on est là, comme je disais, pour parler de l'écrit, mais aussi du parler, de l'écrit, du parler mélangé. On est là aussi beaucoup pour parler du conte. On va d'abord aborder ce sujet, plus particulièrement avec vous, Marc et Ismaël, puisque vous êtes deux conteurs, chacun à votre manière. Docteur Ismaël Gouba, je disais tout à l'heure. Pourquoi docteur? Parce que quand on est conteur, en général, on n'est pas docteur, à moins que vous puissiez être les deux. Ça n'empêche pas, on peut être docteur et conteur à la fois. Mais spécialement sur ce festival, il y a un petit quelque chose de spécial, et c'est pour ça qu'on vous appelle docteur Ismaël Gouba. Je vous laisse expliquer pourquoi. Justement, c'est pas moi qui m'appelle docteur, ça il faut le dire déjà. Donc on m'appelle docteur. Pourquoi? C'est parce que sur la Fibala, je suis venu et puis j'ai mélangé le massage et le conte. Donc du coup, comme c'est dans le bien-être, des gens s'imaginent un petit peu que c'est docteur. En réalité, je suis qu'un simple conteur. Masseur, mais masseur de massage traditionnel du Burkina Faso, que j'ai eu l'occasion de bénéficier, d'hériter de ma mère, de ma grand-mère. Donc c'est le fait de se toucher là, du bien-être là, du côté physique qui fait qu'on m'appelle docteur. Mais moi, je ne me suis jamais appelé docteur. D'accord. Parce que vous faites du coup ce qu'on appelle les massages comptés. Oui. Coco, tu as eu l'occasion de pouvoir goûter au bien-être de Ismaël. Tout à fait. Lélé aussi, on y est allé, moi ce matin, avant de manger. Et Lélé, après j'en de manger. sors. J'en viens. Peut-être que Lélé, je te laisse la parole, parce que c'est intéressant d'avoir l'après, vraiment le chaud. juste après. Ouais. Alors, oui, c'est vrai que c'est un vrai voyage. Alors déjà, quand on rentre dans la tente, on est accueilli par Ismaël qui nous présente avec quoi il va nous masser. Donc un pot, plein de beurre de karité, fabriqué par sa maman. Oui. Donc ça sent super bon, je l'ai goûté, c'est délicieux. Et ensuite, il nous installe sur une table, il nous met à l'aise et là, on se laisse aller dans le voyage du conte avec sa voix magnifique et ses mains qui parlent aussi. Moi, la première question que j'ai posée à Ismaël en sortant de là, c'est mais d'où te viennent ces contes? D'où te viennent ces histoires? C'est une longue histoire. On a le temps. D'accord. Alors, d'où me viennent ces histoires? Ces histoires me viennent de mon grand-père, il faut que je le dise. Donc, ce sont des histoires, en fait, qu'il n'a pas écrites. Alors, je vais reprendre depuis le début. En fait, j'ai une formation de comédien. Donc, quand je vivais au Burkina, j'étais dans une troupe de théâtre en tant que comédien et metteur en scène. Donc, il m'est venu un jour l'idée de mettre en scène un des contes que me racontait mon grand-père quand on était tout petit. J'ai commencé le projet et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le conte, je ne m'en souvenais plus. Ah oui, parce que le grand-père, il est mort, on ne racontait plus, c'est pas écrit, c'est pas suivi, donc les contes sont en train de se perdre. C'est comme ça que je me suis dit, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Je suis quelqu'un, alors je fais quelque chose. Et c'est là que, chaque fois que je retourne, je vais avec mon dictaphone, je rencontre la famille, l'entourage famille qui l'ont entendu. Donc on discute, j'enregistre, on discute, j'ai des heures et des heures d'enregistrement. Et après, quand je viens ici, je m'assois, j'essaie de retrouver les morceaux qui peuvent se recoller.
Très souvent, il n'y en a pas. Donc, je suis obligé de fabriquer derrière pour mettre. Donc, aujourd'hui, j'ai réussi à recueillir, j'ai une vingtaine d'heures à peu près de contes dans mon répertoire. Bon, des fois, j'ai des contes populaires aussi, comme ça, que je raconte. Mais j'estime à 80% à peu près les contes de mon grand-père que j'ai réussi à reconstituer. D'accord. J'ai même une fois réussi à faire un spectacle au Burkina avec mon petit frère Jules, qui danse, conte. C'est encore un autre concept. Super. Donc voilà, j'avais bien dit que c'était long, l'histoire. C'est bien, c'est un peu ce que vous faites aussi, Marc, sauf que vous le mettez pas en scène, mais vous le réécrivez dans des livres. D'accord, alors je réécris pas, j'écris. Pourquoi? Parce que vous écrivez ce que vous glanez comme oralité. Voilà, parce que les contes, c'est quelque chose qui existe, qui se transmet de génération en génération. C'est pas quelque chose qu'on crée. Et moi, je suis arrivé au conte tout à fait au hasard, même si j'ai baigné dedans en fond. Mais je ne suis pas un conteur. Si je me mets à compter, vous allez fuir. Je ne sais pas faire. Moi, je me contente de les écrire. Alors, pour la petite histoire, si vous voulez, comment je suis arrivé, moi, au conte, c'est que chaque fois qu'on parlait de l'Afrique, j'en avais un peu marre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parlait de l'Afrique, c'était la guerre, la faim, enfin, tout ce qu'il y avait de négatif. Je m'étais dit, il faut parler autrement de l'Afrique. Mais en quoi faisons? Et lors de mon passage donc à France Bleu Isère, à Radio France, je m'étais dit, la seule façon dont on peut parler de l'Afrique autrement, c'est qu'on le fasse nous-mêmes. Pas quelqu'un d'autre qui va aller faire un reportage. Je dis, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et là, j'ai pris la décision de créer la maison d'édition, donc Cyr Édition. Et comme je ne m'y connaissais pas, donc j'ai eu la formation à la CCI, à la Chambre de commerce d'industrie, où on a rencontré des comptables, des huissiers, enfin, tout le cheminement. Tout le cheminement pour créer une société. Voilà. Et je me suis dit, ce qui fait le conte, ce qui fait la beauté de l'Afrique aussi, c'est les us et coutumes. Donc les contes. Et là, c'est posé un problème. Le premier, je m'étais dit, bon, soit il faut aller sur place, effectivement, les récolter, soit travailler avec des gens qui sont sur le terrain, des conteurs comme Ismaël, pourquoi pas. Et donc, j'ai décidé de prendre le bâton de pèlerin pour me dire, je vais aller moi-même sur place, rencontrer les gens, connaître la culture, les us et coutumes. Et le premier livre que j'ai eu à écrire, c'était les contes et légendes du Gabon. Et là aussi, c'est posé un problème, c'est que quand vous êtes une petite maison d'édition, personne ne veut vous diffuser. Donc il y a des libraires, je faisais du porte-à-porte, il y a des libraires qui me disaient, pas de ça ici, ils n'en voulaient pas, ils disaient pas de ça ici. Et il y a eu une rencontre fortuite d'un ami à un ami qui m'a permis de rencontrer quelqu'un qui dirigeait des grandes maisons d'édition, qui m'a permis d'avoir un diffuseur qu'on appelle le comptoir de Toulouse. Donc voilà, donc la première fois c'était le Gabon. Pourquoi le Gabon? Parce que je suis resté 4 ans au Gabon, c'est un pays qui m'avait adopté, où je représentais la presse francophone. Et après le Congo, dont je suis originaire, vous voyez, c'est venu à la deuxième fois, hein, c'était pas... Et au fur et à mesure, donc voilà, ça grandit. Je crois qu'il y a le Mali, Coco, on a le Mali, on a le Gabon, le Bénin, le Congo, et on a aussi il y a Cuba. Le Burkina Faso, il y a Cuba, bon, Cuba c'est autre chose, parce que j'ai réalisé que beaucoup de Cubains venaient du Congo-Brazzaville, c'est vraiment une histoire personnelle qui m'a beaucoup marqué. Donc le dernier qui est sorti, le Cameroun. Et là, j'étais à Madagascar dans le cadre de la presse francophone. Donc, je suis allé à Antirabé où j'ai fait un travail de récolte de contes qui vont sortir peut-être d'ici 6 mois. Parce qu'on ouais, pardon, ouais. J'ai une question. Du coup, vous voyagez, vous partez à chaque fois dans les pays et vous écrivez des contes sur les pays. Vous êtes un vrai voyageur écrivain, alors. Oui, on va dire ça comme ça. Effectivement, je vais sur place pour 3 raisons. La première raison, j'ai envie de m'assurer que c'est vraiment des contes traditionnels. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un matin qui les a collés. Deuxièmement, j'ai envie que ça soit vraiment, que je réalise que c'est vraiment les contes du Burkina Faso, c'est les contes du Sénégal, c'est les contes du Mali. Et ça, il faut rencontrer donc des gens qui vous emmènent dans les familles. Et la troisième chose, mais là je ne peux pas avoir la maîtrise, c'est que ces contes n'aient jamais été publiés. Mais comme c'est des contes traditionnels qu'on raconte en tout le monde, je ne peux pas avoir cette maîtrise-là. Mais on essaie de faire comme on peut. Effectivement, à ce moment-là, je fais comme Ismaël, hein, j'enregistre, je filme. Et en moyenne, ça me prend après 6 mois derrière pour travailler dessus. Parce que quand ça arrive en produit fini, les gens ne s'imaginent pas ce qu'il y a comme travail. Effectivement, je vais au charbon, comme on dit. Parce que le conte,
il a sa propre place. C'est pas un livre, c'est pas juste une histoire. Il a su garder sa propre identité. Ismaël, vous définiriez comment le conte? Alors, moi, le conte, moi, je le définis comme la parole qui nous fait traverser la frontière du réel. Des allers-retours entre le réel et l'irréel. Moi, c'est ce que parce que j'ai déjà cherché des définitions des dictionnaires du conte. On dit que c'est un récit imaginaire. Bon, c'est bien beau, c'est vrai, je suis d'accord, c'est un récit imaginaire, c'est un récit, mais sauf qu'on en a plein de récits imaginaires. Mais le conte, il commence à se préciser à partir du moment où on réussit à traverser les frontières du réel, de l'irréel. Quand la personne qui écoute son conte, à la fin du spectacle, il se demande, est-ce que c'était vrai cette histoire? C'est à ce moment-là qu'on atteint le conte. D'accord. Et aussi, est-ce que le conte, ce n'est pas quelque chose qui vient nous apprendre quelque chose? Parce que dans Le Secret du Bonheur, il y a quand même derrière une petite... Une petite je morale. dirais pas une petite morale, mais en tout cas, ça vient nous parler profondément. Les contes, est-ce que c'est pas des histoires qu'on raconte aux enfants pour qu'ils comprennent un peu des choses de la vie? Est-ce que c'est pas un enseignement quelque part aussi? Ça me fait plaisir que tu le dises comme ça, qui était passé tout à l'heure. Mais effectivement, le conte, c'est une façon d'apprendre. Moi, je me souviens avec mon grand-père quand on racontait les histoires le soir, c'est après le dîner, on s'assoit, on parle. C'est comme un petit peu un bilan de la journée où on tire des leçons. Voilà, des choses à venir. Mon grand-père, il avait 4 femmes. Et il y a des fois, il va raconter une histoire et tu vois bien qu'il y a une femme, tu as l'impression qu'il s'adresse à une femme en particulier parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la journée et voilà, du coup, on en reparle quoi, en famille. Voilà. Donc le conte à l'origine, c'est ça, c'est un partage, c'est un partage familial et c'est comme ça qu'on enseigne aux gens. Il y a des fois, par le conte, on apprend à compter. À l'origine d'ailleurs, le conte, c'est compter. Comptable, c'était compte. Voilà. Et du coup, les choses ont évolué et on ne sait plus. Et moi, c'est vrai qu'on me reproche de ne pas écrire. C'est un choix artistique, c'est un choix complètement personnel. Moi, je respecte, je travaille avec beaucoup de gens. François Moïse Bamba, avec qui on a travaillé beaucoup, avec qui on a créé le massage compté d'ailleurs. Lui, il écrit, il enregistre. Mais moi, mes spectacles, ça n'existe pas en écrit. Moi, si tu me vois en vidéo en train de raconter une histoire, tu pourras me voir peut-être en cinéma, autre chose. Mais un enregistrement de moi en spectacle conte, ça n'existe pas. Ou alors, ça a été volé. Mais je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Moi, au niveau du conte, moi, je le vivais plutôt quand j'étais gamin, bien sûr. Je le vivais comme une forme d'éducation. C'est-à-dire que il arrivait que mon défunt frère que je fasse une bêtise. Il me disait... Minimieko, hein, Marc, Minimieko. Minimieko, ça veut dire il y a du soleil. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce vieux? Il dit n'importe quoi, il y a le soleil tous les jours. Alors qu'à travers le soleil, il voulait parler des difficultés de la vie. Il me disait, fais attention, le soleil, ça brûle. Donc, et chaque fois qu'on faisait une bêtise, il te disait, attention, on ne fait pas comme le singe. Et ça me rappelait un conte, justement, où le singe avait fait l'idiot, il avait mal terminé. Donc pour moi, c'était une forme d'éducation, c'était plutôt... j'avais l'impression même que c'était réel, c'était la vie même, j'ai envie de dire. Voilà. Tout à fait, c'est une éducation, le conte, je le dis bien. Parce que à travers le conte, voilà, comme je disais tout à l'heure, on apprend à compter aux enfants, on apprend des leçons de la vie. Et puis tout à l'heure, tu parlais de comment raconter aux enfants. Le conte, c'est pas que pour les enfants. Moi, je raconte à partir de 3 ans jusqu'à la maison de retraite, je raconte des histoires dans des prisons, je raconte des histoires, c'est partout. C'est pas que pour les enfants. C'est un enseignement. Et chaque niveau a sa façon. On s'adapte à chaque niveau. Et c'est ça qu'on parle d'initiation. Il y a des fois, on va te parler de Bouki. La plupart, enfin ici en France, quand tu dis Bouki, ça parle pas à beaucoup de gens. Tu vas au Burkina, tu dis Bouki. Tout de suite, tu vas voir quelqu'un qui va rigoler. Parce que voilà, c'est l'image de la hyène gourmande, idiote et bête. Donc, là-dedans, il y a toute une éducation derrière. Donc, juste le mot, ça suffit pour réveiller des choses. Donc, c'est un enseignement.
Voilà. Et nous, ce qu'on fait, nous en tant que conteurs, c'est vrai qu'on essaie de faire ressortir, revoir les morales, mais on n'est pas conteur, on n'est pas là pour faire la morale aux gens. On parle de morale, mais on ne fait pas la morale. Après, les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Voilà, exactement. Et en termes d'histoire, vous pensez que les contes que vous racontez ou que tu as retranscrits, elles sont là depuis combien? Enfin, ça fait combien de temps qu'on les raconte et que elles sont transmises d'être humain en être humain? Et comment elles évoluent aussi avec le temps? Parce que j'imagine que depuis que le conte existe, elles ont forcément évolué avec les sociétés aussi. Et je rebondis sur le livre que tu as écrit sur les contes de Cuba. On en parlait hier. Le métissage entre les contes africains qui sont arrivés à Cuba et l'histoire cubaine. Comment le conte, lui, se réapproprie l'histoire de l'être humain pour mieux ensuite la divulguer à ses prochains. Alors, le conte en tant que tel, il est né à l'époque où les poules avaient encore des dents. Elles avaient 3 dents, les poules. Il y avait 2 en haut et puis une toute petite en bas. Bon, ça, c'était avant, comme dirait l'autre. Voilà, donc c'est comme ça que je définis voilà, quand c'est que le conte il est né. Alors, il évolue, on se rend compte, voilà, mon frère il parlait de se rassurer que c'est une histoire traditionnelle. C'est très facile de reconnaître les contes d'histoire traditionnelle. Si vous voyez un conte, par exemple, un conte africain ou cubain qui a des relations avec le Cuba, très souvent vous allez voir des choses dans le conte, des éléments ou c'est pas forcément des animaux, mais de la matière, peut-être que par exemple un peigne, un miroir ou du café, c'est de l'époque de l'esclavage en général. Voilà. Donc il y a des petits repères comme ça pour savoir où est-ce que, voilà, si le conte il est à peu près de quelle période. Mais il y a des contes qui dépassent les contes traditionnels, ils dépassent ce niveau-là. Parce que tu ne sais pas. C'est un petit peu comme le secret du bonheur. Tu ne sais pas c'est quand. On ne peut pas le savoir. Ça peut être il y a 10 000 ans, ça peut être hier, on ne sait pas. Et justement, c'est pour ça qu'on arrive à se demander à la fin, est-ce que c'est une histoire vraie? Et c'est là qu'on peut dire, on a atteint le conte. Alors, pour rebondir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Adrien, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Adrien, moi je ne réécris pas les contes, je les écris. Pourquoi j'ai dit ça justement? Je voulais faire cette différence. Parce que quand on réécrit, on veut dire qu'on apporte des modifications, qu'on change quelque chose. Donc on parle de l'évolution du conte. Moi ce que j'essaie de rendre, c'est assez difficile, mais j'essaie de rendre fidèlement tel qu'on me l'a raconté. C'est pas toujours facile, mais c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que je parlais de les écrire. Effectivement, comme a su le dire Ismaël, c'est difficile de savoir depuis quand ça existe. Mais malheureusement, c'est pour ça que je fais ce travail-là de terrain. Parce que chez nous, c'était de père en fils, quoi. Ça se raconte. Moi, il y a même un conte qui est dans mon pays d'origine, Banzuzi Bantimba, sur les contes et légendes du Congo. Ma grand-mère m'a certifié que c'était une histoire vraie. Mais maintenant, avec du recul, qu'on a étudié, qu'on a grandi, j'ai dit, mais elle se moquait un peu de moi, quoi. Non, elle ne se moquait pas. Elle se racontait un conte. Voilà. Mais malgré tout, jusqu'à maintenant, j'ai un doute. Parce qu'il y a des villages qui ont été cités qui existent. Je dis, mais attends. Mais il y a un doute qui est là. Mais elle m'avait toujours dit, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Alors, le conte, c'est une histoire orale qui a été. Qu'on a retranscrit à l'écrit. Et il y a une nouveauté sur ce festival La Fibala. C'est l'inverse, c'est ce qui a été écrit, c'est raconté, puisqu'il y a dans la partie qu'on appelle l'Itebala, pendant ce festival, tout au long de ce festival, des personnes qui lisent des romans. L'inverse en fait de ce que Ismaël tu fais ou de ce que Marc tu peux glaner à travers les pays. Vous glanez quelque chose d'oral et écrit. Ah non, Ismaël, toi, tu n'écris pas, j'ai bien compris. Moi, je n'écris pas, mais j'aime bien, je travaille sur les écrits, parce que des fois, j'anime des ateliers pour des gens qui ont envie de raconter. Donc, du coup, on a l'écrit, et moi, l'objectif, c'est de passer de l'écrit à l'oral.
Donc je tiens ces ateliers-là aussi. Il y a des associations qui me demandent des fois de former Des lecteurs à voix haute. Non, pas des lecteurs, Ah, des conteurs. d'accord. Mais on part d'un conte. écrit. Il est écrit, D'accord. mais moi, voilà, mon objectif, c'est de les apprendre à se détacher de l'écrit, enfin de porter l'écrit à l'oral. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Merci. Je note quand même une petite chose, je vais un peu grossir, mais ça me fait vraiment planter. Vous me faites penser à Platon et Socrate, quoi. Socrate qui restait dans l'oralité et Platon qui a académisé la philosophie en l'écrivant. C'est deux manières complètement différentes et je dirais même complémentaires d'apporter des choses et de les partager avec les gens. Bah, Et voilà, je sais pas, sur le moment, vous me faisiez ça fait penser à eux. plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, Et vous êtes un heureusement peu les qu'il Platon et les existe. Socrates du Heureusement conte. qu'il y en a qui écrivent et heureusement qu'il y en a qui n'écrivent pas. Comme ça, on se complète et voilà, on a un monde complet, quoi.